Salut à tous, c'est Panga Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du sixième jour donc du programme du HTI de John Butler, Hypnotherapy Training International. Donc je vous rappelle que c'est donc un boulot sur l'hypnose de Gilboyne, là en l'occurrence orienté vers le médical. D'ailleurs, donc au niveau des bouquins, on m'a encore demandé, il y a celui-ci qui est un bouquin de base de Gilboyne sur l'auto-hypnose. Il y a des choses intéressantes. Je vous parlais de traduction. Je pense que celui-ci, en tout cas, il m'a été demandé éventuellement si ça m'intéressait de le traduire. Donc ça pourrait être sympa, on aura un bouquin de Gilboyne en français. À voir. Donc voilà, self-hypnosis. Et pour rappeler, la dernière fois, Jimmy m'a demandé quel bouquin de Gilboyne, le classique, c'est Transformational Therapy, que vous pouvez trouver, je vous le remontrerai demain, je pense, en débrief. Et ouais, l'autre bouquin sur lequel c'est basé le cours, en tout cas, qu'il a mis en référence, c'est celui-là, Hypnosis, Mind-Body Connection de Peter Mucht. Voilà. Donc, aujourd'hui, hier, c'était la dernière journée du séminaire. C'est resté dans le rythme habituel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments super intéressants. Et il y a des digressions qui sont pas forcément hyper utiles dans le travail qu'on fait. Donc, on a parlé un petit peu le matin, ça j'aime beaucoup, de tout le travail en hypnodontie. Donc tout ce qu'elle travaille avec les docteurs, c'est des docteurs d'ailleurs, les dentistes, les différentes façons de faire, de proposer. À savoir que là encore, rien de nouveau, on est sur fait comme si ta douleur pouvait disparaître, etc. Proposer une induction, il dit oui, bien sûr, mais parfois le lieu où on se trouve ne le permet pas, logique, quand on est dans le cabinet du dentiste. Donc, il appuie énormément sur le point de vue sémantique. D'ailleurs, là, sur la journée, ça a été surtout ça le point important. Prendre attention à l'orientation des suggestions. Lui reste toujours sur du direct, mais pour les personnes qui sont naturellement plus indirectes, n'hésitez pas à faire vraiment quelque chose qui permet de réorienter, de diriger vers quelque chose d'au moins apaisant. On revient toujours sur cette idée-là, c'est-à-dire que les différents éléments de sensation soient gérables, supportables, et permettent dès lors au dentiste, lui, s'il fait ce travail-là, peut-être de diminuer ou d'enlever complètement toute notion de produit anesthésique. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après, on a papoté de cancer. Donc on a papoté un gros moment de cancer. On a eu des références connues, je vous en ai déjà parlé, avec le boulot de Simonton, le boulot de Bernie Siegel. Ça c'est très classique, toujours travail de visualisation, travail de suggestion, direct. Lui, il bosse énormément sur tout ce qui est, mais on revient sur le principe de la semaine, sur augmenter la confiance en soi, l'image de soi, décorréler la notion cancer égale mort. Ça, je trouvais que c'était intéressant, donc recadrer. Leur rappeler, là c'est ce que je vous disais le premier jour, l'idée qu'ils sont dans leur démarche avec le travail du corps-esprit, ils sont dans une démarche exceptionnelle, donc ça fait d'eux des personnes exceptionnelles. Tout le monde ne travaille pas comme ça, tout le monde ne s'oriente pas comme ça, donc ils sont différents, ils sont dans une exception. De là aussi, on a eu dans la journée un petit film sur les urgences aux États-Unis, mais alors là, on parle des années 90, et c'est intéressant. Tous les médecins, souvent, il y a la question, mais je fais quelle induction quand la personne, je suis en phase urgente. Alors, bon, bien sûr, les aides-soignants, les infirmiers, etc., ont souvent cette question-là. Pour nous, non médicaux, il précise, pas besoin de faire d'induction parce que
l'état de choc est déjà un état de transe. Et là, à nouveau, on revient sur l'importance de la sémantique, de l'orienter et d'apaiser le timbre de voix pour vraiment guider. Et même là, on pourrait reprendre ce que certains aiment bien dire, parler directement au subconscient, c'est-à-dire que le conscient étant un petit peu à l'ouest, on est dans une transe déséquilibrée à ce moment-là. Dire, ok, bon, bah, là par exemple, le sang va diminuer, de couler de plus en plus, tu vas t'apaiser, etc., etc. Un médecin parlait de cette notion-là où il a eu un accident et il arrive sur les urgences, il y avait une artère qui était tranchée. Il s'est mis derrière, il a commencé à parler et a fait diminuer la pression du sang et donc le sang a moins coulé et la personne a pu être sauvée. Donc c'est vraiment sur ces notions et ces orientations-là dans les urgences avoir une sémantique spécifique et les médecins urgentistes expliquaient que ça avait changé énormément de choses, que des pompiers soient formés à ça, des ambulanciers, et quand ils arrivaient en salle d'op, ils avaient des partenaires, des patients qui étaient déjà moins esquintés, plus apaisés, et bon, après, ils pouvaient faire son boulot de façon plus positive. On a vu aussi donc tout le rapport avec les douleurs là, au niveau de... bon, c'était l'étude, je pense, qui avait été fait par qui? Par Meurice, mais en 99. Donc, la notion entre l'hypnose et l'anesthésie générale. Donc, avec les points de douleur, les coef, etc., la fatigue sur 10 jours, etc., etc. Donc, ça, c'était plutôt intéressant. On a eu pas mal de petites infos vraiment sympas qui permettent complètement de voir à quel point il y a une efficience dans le système. Moi, j'en doute pas vraiment, mais c'est toujours sympa. Ah oui, un truc que j'ai noté que j'ai trouvé intéressant. Le premier document qu'on a pu avoir sur l'hypnose médicale date de 1829. En France, hein, avec Jules Cloquet. Donc ça, il faudrait que je vois ça. Après, on a reparlé d'Esdel, de John Eliot en Grande-Bretagne, etc. Donc ça, c'était des choses assez intéressantes. Les expériences qui ont été faites dans les hôpitaux militaires, qui étaient plutôt intéressants. Donc, globalement, on a eu pas mal de théories, de vidéos, plein de vidéos sur des choses qui ont été faites en bloc ou post-session sur des maladies lourdes. Ça, c'était intéressant. En pratique, on est retourné à nouveau l'analgésie. Donc, je vous en reparlerai demain, mais je pense que vraiment, tout hypno, tous, et même dans nos boulots d'auto-hypnose pour nos partenaires, c'est un des points cruciaux, commencer à gérer sa douleur. Et le faire tous les jours, 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 tous les jours. Vous le faites 5 minutes pour qu'en gros, ce soit tellement à l'intérieur de vous, que vous ayez tellement confiance. Vous savez que ça va arriver, que tout ce qui va être notion liée à la douleur va être quelque chose de moins anxiogène pour vous et que vous allez pouvoir hyper bien gérer. Ça, je pense que c'est vraiment le maître mot de sa pratique, en tout cas sur cette semaine de formation-là. Permettre à tout à chacun de se dire, vous y arrivez. Et donc, les autres y arriveront parce que automatiquement, vous allez driver, vous êtes persuadé que ça fonctionne parce que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était intéressant. C'était une journée où il y a eu quand même pas mal d'infos. Là encore, hein, manque un peu de technique à mes yeux. Mais bon, globalement, ça va bien dans l'esprit du HTI, c'est-à-dire que clairement, je pense qu'il faut faire les formations dans l'ordre. Et là, on arrive sur la dernière. Il ne répète pas forcément ce qu'il avait déjà dit avant, mais il met en pratique ce qu'il avait dit dans les autres cours. Donc, on retrouve, au bout du compte, une certaine cohérence sur les 4 séminaires qu'il propose pour la certification du HTI. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À plus tard, ciao!